Salut, bienvenue sur Histoire Crépue, la chaîne où on parle d'histoire coloniale et d'antiracisme sans tabou. Aujourd'hui, on se retrouve pour un live exclusif au Palais de Tokyo. On va essayer de comprendre comment les artistes contemporains parlent de l'histoire noire et des luttes antiracistes. Et vous allez voir, c'est passionnant. On vous a préparé quelques surprises. Alors, on va se balader dans 3 expositions différentes qui sont visibles actuellement au Palais de Tokyo jusqu'au 11 mai. On verra des costumes, du textile, du collage qui racontent l'histoire haïtienne avec l'artiste Raphaël Barantini, mais aussi des graffitis dans les rues de New York et dans les sombres couloirs du métro avec l'artiste méconnu Ramelzi. Et enfin, on va explorer l'histoire festive des luttes dans une expo qui s'appelle Joie collective et qu'on retrouvera en haut du Palais de Tokyo. C'est la première fois qu'on fait un format comme ça, donc on est super content et on a hâte d'avoir vos commentaires. Suivez-nous, c'est parti, on va aller voir l'expo de Raphaël Barantini. Comment est-ce que tu te présenterais rapidement ? Je me définis comme artiste plasticien. Après, c'est vrai que j'aime bien utiliser le mot peintre parce que quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts et quand j'ai fait mes études, j'étais d'abord dans des ateliers de peinture et c'était ça qui m'intéressait. Donc même si mon travail s'inscrit dans cette histoire-là de la peinture, c'est vrai que voilà. Après j'ai un travail qui va vers le textile, la broderie, les costumes, donc c'est assez divers. Et donc là, ce qu'on voit juste derrière, c'est une de tes dernières pièces ou pas ? C'est une production que j'ai faite pour l'exposition, vraiment pour accueillir le public justement dans la rotonde du palais en bas. Et c'est un portrait de Cécile Fatiman, qui est une héroïne haïtienne qui a participé à la lutte contre l'esclavage et qui a été une femme qui a vécu très longtemps, quasiment centenaire, et qui a eu plusieurs vies parce que esclavagisée dans un premier moment de sa vie, ensuite héroïne de la résistance, et ensuite elle a été anoblie par Henri Christophe, et c'est un personnage dont je vous parlerai juste après. Okay. Et où est-ce que ça se déroule comme histoire ? Donc en Haïti, sur une île qui à l'époque s'appelait Saint-Domingue, quand c'était encore colonisé par la France, et c'est un personnage qui est à un moment hyper important, c'est le moment vraiment de l'indépendance et de la fin de l'esclavage et de la fin de la présence française en Haïti. Ok, donc là on a la version un peu histoire, mais au niveau de la forme, il y a vraiment un traitement particulier. Est-ce que tu peux nous raconter ? On se rapproche peut-être pour le voir un peu. C'est une pièce, c'est une nouvelle typologie d'œuvre dans mon travail, dans le sens où c'est une broderie. Donc c'est une pièce qui a été entièrement brodée à la main. C'est la seule pièce que j'ai pas faite dans mon atelier de Saint-Denis parce que je veux dire que je maîtrise pas cette technicité. Mais c'est une pièce qui a été faite en collaboration avec un atelier en Inde, à Bombay. Et en fait, c'est le seul pays aujourd'hui où on peut encore, maîtriser des techniques textiles de broderie très poussées comme ça, mais en faire des grands formats. Et, même si la broderie, on peut en trouver en France, en Europe, partout, mais en Inde, c'est le seul pays où on peut en le faire en grand format. Donc cette pièce a été faite pendant 4 mois là-bas, et elle a été envoyée ici pour l'expo, quoi. C'est une broderie, mais qui a, j'ai l'impression, plein de matérialités différentes. Exactement. En fait, c'était vraiment l'idée de cette pièce. Vous verrez un peu plus tard, mais j'ai un travail plastique qui est vraiment basé sur cette idée du collage et de l'accumulation de gestes, de techniques différentes. Et en fait, je voulais essayer de retrouver cette dimension du collage dans cette œuvre. Et en fait, même si la composition de base, le collage de base, avec lequel je commence l'œuvre, c'est un collage numérique, parce que je le fais sur ordinateur. Ensuite, il y a toujours une traduction en réel, et là, la traduction avec la broderie, c'était justement de travailler avec ces artisans sur plein de gestes de broderie différents. Et il y avait aussi cette idée où, justement dans un délire collaboratif, les artisans en Inde, je leur montrais aussi des vocabulaires de broderie qui parfois avaient aussi une histoire en elle-même, et notamment j'ai montré des masques du Nigeria, des masques Yoruba, des choses comme ça, et on retrouve en fait parfois ces technicités-là dans certaines parties de la broderie. Donc il y a vraiment l'idée de jouer sur ça, et à la fois des broderies au fil d'or comme des costumes de la Renaissance. Donc cette idée-là, quoi. On va continuer dans ton exposition, parce que ça c'est en fait c'est l'œuvre inaugurale, on va dire. C'est ça, la pièce qui nous accueille. On est devant cette grande pièce textile, alors qui n'est pas du tout la même technique que la pièce qu'on vient de voir.
Parce que donc ça, c'est une pièce que je produis moi-même à l'atelier, où en fait il y a plein de types de mouvements, enfin de gestes différents. Donc c'est ce que j'appelle un patchwork ou un collage textile. C'est-à-dire que en fait toutes les pièces sont faites de façon indépendante. On a quand même un grand print numérique qui est dans le fond, qui est en fait une impression numérique d'une peinture abstraite que j'ai fait sur toile, que j'ai pris en photo et que j'ai donné imprimé sur tissu. Et ensuite, on a beaucoup de teintures, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à travailler dans les années 2020, quelque chose comme ça, là, à l'époque du Covid, où j'ai commencé à teindre beaucoup de tissus et à les intégrer ou dans mes costumes ou dans les pièces textiles. Et donc, là, faut s'imaginer que tous les troncs d'arbres, les drapeaux, la flamme, le sol, tout ça, c'est des cotons que je teins avec ma petite équipe dans mon studio. Et on va dire que les images, vraiment les choses qui sont reconnaissables, la figuration, elle vient avec de la sérigraphie. Moi, ce que j'essaye de faire avec ce type de pièce, c'est qu'en fait, je convoque un format dans l'histoire de la peinture qui est assez connu, qui est les panoramiques narratifs, quoi, on va dire. Donc ces grandes peintures ou ces grandes pièces textiles qui racontaient des histoires. La plupart du temps, c'était plutôt des histoires de colons et des batailles napoléoniennes, et la bataille tout type de bataille. Donc c'était quelque chose qui était très présent dans l'histoire de la peinture à l'époque. Et en fait, moi, je viens un peu inscrire une autre narration et une narration qui donne des éléments historiques avec, on va dire, les codes d'une peinture qui est censée raconter une autre histoire. Donc c'est un peu l'idée. Et trop bien. Voilà. On va parler ensuite de ton rapport à Haïti, justement. Pourquoi tu parles tant, en se dirigeant vers là? En fait, moi, je parle pas que d'Haïti d'habitude dans mon travail, mais là, c'est une exposition, donc quelque part dans la nuit, le peuple danse, qui se base sur une pièce de théâtre de Césaire sur l'histoire de Henri Christophe, qui est le premier roi d'Haïti, et qui lui aussi, comme Cécile Fatiman, a eu un peu plusieurs vies. Il a été esclavagisé aussi. Ensuite, il a été soldat, il a été l'un des lieutenants de Toussaint Louverture pendant l'indépendance d'Haïti, pendant la révolution haïtienne. Et ensuite, à un moment donné, après l'indépendance, il va s'autoproclamer roi dans la partie nord de l'île d'Haïti et il va créer un royaume. Et en fait, c'est vraiment ça le point de départ de l'expo. Parce que c'est un personnage qui m'a toujours intéressé. Alors, je dirais pas peut-être fasciné parce qu'il y a aussi des dark side, mais la pièce de Césaire, elle est hyper intéressante parce que on voit un personnage, Henri Christophe, qui à la fois veut tenir tête aux grands empires coloniaux européens, comme la France qui vient de quitter l'île et qui essaye quand même de réenvahir Haïti. Et en même temps, on va dire qu'il va assumer vraiment l'aspect afro-descendant du peuple d'Haïti. Donc, du coup, Césaire, il a une sorte d'empathie avec cet homme parce que même s'il a été décrit comme un roi autoritaire, il est quand même solidaire, on va dire, de sa vision, on va dire. Et voilà. Et donc moi, en fait, Haïti, donc là, elle est très présente dans cette expo. Mais c'est vrai que moi, j'ai découvert cette histoire de l'esclavage très tôt, en fait, dans ma famille en Guadeloupe. Et c'est vrai que quand moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, j'ai grandi à Saint-Denis, mais j'allais souvent visiter ma famille en Guadeloupe. Et c'est vrai que quand tu es enfant, adolescent, que tu viens de banlieue parisienne et que tu arrives en Guadeloupe et que tu vois en fait tous les stigmates, tous les restes de l'histoire de l'esclavage, que tu vois aussi des vestiges architecturaux, certaines plantations qui existent encore, etc. Forcément, ça suscite plein de questions. Et c'est vrai que moi, cette histoire des relations justement entre la France et ses territoires dans la Caraïbe, il m'a toujours questionné. Cette expo, vraiment, c'est un hommage au peuple haïtien, à sa résistance, à sa résilience, mais c'est aussi comme une sorte d'exemple, en fait, pour le reste de la Caraïbe. Et c'est ça vraiment qui est assez présent quand je parle d'Haïti. Ça, c'est une autre pratique que j'ai dans mon travail. Vous avez les peintures, vous avez les pièces textiles qui sont aussi quand même plates et bidimensionnelles. Mais il y a aussi, on va dire, un travail qui va vers le tridimensionnel et donc une pièce textile qui peut devenir sculpture. Mais c'est aussi des pièces qui sont performatives, parfois. Donc, c'est-à-dire que, alors ça par exemple, la Mambo qui est devant nous, c'est encore une œuvre en hommage à Cécile Fatiman. Donc on a un peu les trois versions. On a la broderie, la pièce textile et le costume. Et c'est l'idée de convoquer, on va dire... moi, je me vois pas du tout comme styliste, pas du tout. Mais par contre, je convoque des formes de vêtements qui tout de suite peuvent raconter une histoire au spectateur.
et du coup susciter des questions, des narrations, etc. Et donc c'est pour ça qu'on voit pas mal de capes avec des traînes, donc des capes royales. Ça veut dire que normalement les gens portent, tu as des performeurs qui portent et qui Alors, défilent ça peut, ou effectivement. C'est-à-dire que les pièces qui sont plutôt à l'arrière là, c'est des capes qui normalement ont été portées par des danseurs notamment, parce que du coup c'est des pièces textiles qui peuvent s'activer dans des performances. Et on retrouve encore des visages un petit peu partout, toutes tes impressions que tu as. Et je suis chaud qu'on continue en parlant justement des deux grandes toiles que tu as mis au fond. Là, on est devant 2 tableaux qui ont été produits aussi pour l'expo et qui vous montrent aussi peut-être un aspect plus imaginaire ou plus, moins rattaché à, on va dire, à des figures bien précises. Ouais. Donc ça, c'est des portraits. Donc il y a la comtesse de l'Artibonite et le général royal Dahomey. Et il se trouve, je suis toujours allé piocher en fait pour ces tableaux, je suis toujours allé piocher dans la pièce de théâtre de Césaire. Je me suis même amusé à un moment donné à prendre un peu vous savez, quand on commence une pièce de théâtre, il y a toujours la liste des acteurs ou des personnages, quoi. Ouais. Et donc dans sa pièce de théâtre, Césaire, on a une partie de la cour de Christophe qui est dedans, donc la reine, le roi, etc. Et en fait, cette comtesse de l'Artibonite, c'est une espèce de vision un peu onirique d'une possible femme, on va dire, anoblie dans la cour de Christophe. Et on voit bien, encore une fois, le mélange de références iconographiques qui se mêlent. Donc on a à la fois un hommage à un artiste que j'aime beaucoup en Haïti qui s'appelle Lyoto et qui travaille ses sculptures en acier découpé. Donc là, c'est des aciers découpés qui lui font, c'est une sorte d'hommage envers son travail. Okay. Et en même temps, c'est accolé à une robe Renaissance du XVIIe siècle, d'une peinture italienne, et puis on a une nouvelle fois une photo qui normalement, alors ça c'est une photo qui vient du fond du Quai Branly, donc il y a vraiment une histoire chargée liée à l'histoire coloniale. Mais voilà, encore une fois, mon idée est de changer les symboliques, de twister un peu ce rapport à l'image et d'en faire une femme noble dans cette cour imaginaire de Christophe. À droite, on a le général royal Dahomey. En fait, Henri Christophe, c'est un roi qui a eu une sorte un peu de garde prétorienne, je dirais, en fait, une espèce un régiment de militaires qui étaient vraiment proches de lui. Et en fait, il se trouve qu'ils venaient tous du Bénin et qu'ils étaient soldats dans le royaume de Dahomey. Et il avait à peu près 3000 soldats de ce type qui, en fait, essayaient de maintenir le pouvoir de Henri Christophe dans la partie nord de l'île. Et du coup, j'ai symbolisé ce général avec des objets royaux du royaume du Dahomey. Donc, on a à la fois des bas-reliefs en bronze, une statue qui a été restituée récemment par le Quai Branly dans le chapeau de Napoléon, là, parce que en fait le chapeau, c'est un bout de chapeau de Napoléon que je suis allé chercher sur une banque de données de Sotheby's, donc une vente aux enchères qui vendait des chapeaux aux enchères de Napoléon, des vrais chapeaux. Et puis on a un bout de coutelas de machette royale aussi sur la partie haute. Donc voilà, toujours ce mélange d'images et d'iconographie, quoi. Et je me demande comment comment tu travailles pour construire une composition comme ça. T'es dans ton lit en train de regarder une série et tu colles, ou bien t'es dans ton atelier, ça se passe comment tes journées? Ouais, je suis plutôt en mode un peu sérieux à l'atelier. C'est vrai que quand je fais des compos, je m'isole pas mal et en fait, ça fait des années que je collecte des images depuis que je suis étudiant, donc ça date. Et en fait, quand j'ai besoin de certaines images, je vais dans mes dossiers, je retrouve des trucs et parfois c'est des images que j'ai collectées 5 ans, 8 ans avant, mais ça finit dans cette peinture, on ne sait pas pourquoi. Et des fois, après, pour tout ce qui est de l'ordre justement des œuvres d'art, des sculptures antiques, des choses comme ça, je vais carrément dans les musées, je prends des photos et puis après je les mets dans mon ordi, dans Photoshop et c'est parti. Et donc voilà, c'est un peu cette idée de mélanger à la fois des choses d'archives, des choses d'internet, à droite à gauche, quoi. Trop bien. C'est des pans de l'histoire où il n'y a pas beaucoup de documentation. Même pour moi qui suis haïtien, on a juste les faits historiques, mais on n'a pas de documentation parce qu'il y a aussi cette forme,
Je pense à l'époque surtout, il y avait cette forme de censure, d'éloigner Haïti du reste du monde. On n'apprend rien de la colonisation, comment ça s'est passé et comment en fait la libération de ces pays-là s'est passée. Et d'être ici et d'avoir un peu un aperçu de l'imaginaire de comment ça s'est passé, c'est vraiment bien. J'avais fait une expo il y a 1 an et demi au Panthéon où j'avais fait par exemple une grande pièce textile qui parlait de la bataille de Vertières. Et la bataille de Vertières, c'est vraiment la dernière bataille qui a permis l'indépendance d'Haïti. Et c'était drôle pour moi de voir, enfin drôle je sais pas, mais triste de voir que autant de Français ne connaissent absolument pas la présence de cette bataille qui est la première défaite de Napoléon. Et la première défaite de Napoléon, elle s'est quand même passée à Saint-Domingue avec des personnes qui étaient anciennement esclaves. En tout cas, moi je suis content que les spectateurs ils puissent se dire tiens, je vais aller creuser, je vais aller voir si ça peut aussi permettre ça. C'est cool. Mais merci franchement Raphaël de nous avoir fait ce petit tour. Donc Raphaël Barantini, quelque part dans la nuit, le peuple danse. Donc on est avec William et on va continuer le petit tour. On va parler d'un artiste méconnu qui vient de la scène new-yorkaise et qui s'appelle Ramelzy. Ouais. Et on va faire un petit tour de 20 minutes environ dans l'exposition. Ok. C'est parti. Allons-y. Alors en gros, Ramelzy, si vous ne le connaissez pas, c'est normal parce que c'est le roi sans couronne de plusieurs scènes artistiques new-yorkaises de la fin du siècle dernier. Notamment, c'est un pionnier des scènes graffiti, hip-hop et de l'avant-garde de l'art contemporain. L'exposition s'appelle Alpha, Beta, Sigma, Face A. Face A parce qu'en fait, c'est une collaboration avec le Palais de Tokyo et le CAPC de Bordeaux. Donc, ça a été curaté par Hugo Vitrani et Cédric Fauque, assisté par Charlotte Freinet. Et du coup, dans cette exposition au Palais de Tokyo, on va d'abord voir la première partie du travail de Ramelzy. En phase B, ça va être autre chose qui va commencer en septembre à Bordeaux. Mais dans cette exposition en ce moment au Palais de Tokyo, on va voir un parcours qui n'est pas à proprement parler dit chronologique, mais plutôt thématique et qui va en fait donner un aperçu, un panorama sur la richesse des pratiques de Ramelzy qui partent du travail sur la lettre, le graffiti, de la sculpture, de la performance, du son, des jouets, des costumes. Et c'est assez renversant, dense et vertigineux parce que c'est un artiste qui a tout fait pour coder, complexifier sa conception artistique et, on va dire, l'essence de son travail. Le travail de Ramelzy, il se concentre autour d'une conception du langage comme un poison. Pour lui, la langue, c'est un poison et que son travail en tant qu'artiste de la lettre, du coup, de graffiti ou autre, c'est de pouvoir libérer chaque lettre de l'emprise de la langue et de l'alphabet pour qu'elle puisse individuellement et radicalement s'émanciper et exercer leur libre arbitre. Donc c'est assez conceptuel dans cette façon-là, mais après il va le matérialiser sur différentes formes. C'est un mec qui veut détruire le langage, déconstruire le langage, tout déconstruire, toute l'architecture du monde, quoi. Ouais, en fait il déconstruit tout le langage, toute l'architecture du monde, contre les oppressions aussi, et de manière très martiale et ornementale. Il va créer un concept comme ça en fait, autour de la guerre, du combat et de l'ornementation. Vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Si vous n'avez pas encore vu d'image, c'est assez surprenant comme travail. Okay. Et ben c'est parti. C'est assez bruyant, donc on parlera plus fort. En fait, là, ce que vous voyez du coup qui tourne sur le socle, c'est son exosquelette appelé Gaz All Ear. Et en fait, c'est un costume qu'il a passé 4 ans à composer à partir d'éléments récupérés dans les rues de New York et qui est entièrement fonctionnel, selon ses dires. Parfois, il peut y avoir des bugs, mais qui consiste en différents systèmes d'armement, de lance-missiles, de lance-flammes, un système son également, un système de refroidissement, un vocodeur, des enceintes, des roulettes qu'il pouvait porter et avec lequel il performait en fait dans ce qu'il appelle à l'époque la Battle Station. Et en fait, ce qui est assez intéressant par rapport à ce travail-là, c'est que le design du costume, il reprend un personnage qu'il avait peint sur le métro new-yorkais en 81. Il commence à graffer à 14 ans et à 19 ans, il a déjà théorisé son style à lui et théorisé aussi le graffiti. Et dès ce moment-là, dès 19 ans, il quitte en fait cet univers du graffiti. En vrai, je dis graffiti parce que c'est plus simple pour aborder son travail, mais il se revendique pas du tout du monde du graffiti. Il estime qu'il a dépassé en fait cette forme-là d'expression artistique. C'est un mec post-graffiti quoi. Exact, ouais, littéralement. Non mais ouais, c'est totalement ça. Ouais. C'est l'un des premiers artistes à avoir travaillé, élaboré, expérimenté avec la résine époxy. Donc par exemple, là juste derrière toi, on a cette œuvre
C'est du mix média avec des éléments récupérés, du spray aérosol, de la résine. Donc on a ce sentiment où en fait tous ces éléments sont comme encastrés. La plupart des œuvres, elles viennent de collections privées et ou publiques. Donc il y a quand même aussi un travail de recherche pour retrouver des œuvres qui étaient un peu stockées pendant des années en fait dans des stocks de galeristes ou dans des garages, notamment cette série de jouets les bracelets qui sont là, qu'ils ont réussi à récupérer en fait, qui n'avaient pas été montrés depuis plusieurs années en fait. Donc ces jouets, si vous vous rapprochez, vous voyez qu'en fait on a un même protocole, on va dire, de création que pour le costume. C'est beaucoup d'objets rassemblés, recomposés, qui vont faire des jouets. Ça fait penser un peu au gacha japonais. Et donc c'est aussi une de ses inspirations à l'animation, ou encore les Transformers. C'est des jouets qu'il a fait dans les années 80-90, et dans son geste artistique, il faut les comprendre comme sa tentative de vouloir populariser auprès des enfants sa pratique. De dire, en fait, les jeunes, ils vont pas forcément être sensibles à un travail sur toile encadré. En revanche, si je fais des jouets qu'ils peuvent pouvoir manipuler, ils vont pouvoir se rapprocher de mon univers à moi et de mon travail. Alors, cette relique, c'est une capsule temporelle qui contient la solution de l'équation Ramelsi. Puisque Ramelsi, en fait, c'est pas un prénom anodin, c'est une équation mathématique. Donc, elle est écrite au début de l'exposition sur un mur. Et en gros, c'est une équation qui met en relation la vitesse et l'élévation vers la perspective. C'est assez compliqué parce qu'il a vraiment un regard mathématique de l'univers et du monde. Donc, du coup, dans cette capsule qui est scellée avec une capsule de Old English, en gros, la Old English en référence français, c'est comme si demain, moi, je fais une capsule et je la scelle avec un bouchon de villageoise ou de 8-6, quoi. Alors, c'est vraiment une bière bas de gamme américaine. Et dedans, en fait, il y a la solution de son équation. Et à l'opposé, juste derrière vous, il y a une pyramide. Et en gros, cette pyramide, elle a pour fonction d'être une urne funéraire. Rassurez-vous, il n'y a pas de ces cendres dans l'exposition, mais c'est le protocole, en fait, de Ramelsi posthume. Si on expose son travail, il faut que l'urne soit présente dans l'espace. Et c'est aussi, en fait, un signe pour qu'on puisse comprendre que c'est un artiste total, quoi. Alors, sa vie personnelle, sa vie privée, ça fait un tout avec sa pratique artistique, puisque, en fait, il s'est renommé Ramelsi à 19 ans. Quand il fait ses premiers traités qui vont théoriser son geste d'artiste et le graffiti en général, il va poser, en fait, un lien de filiation entre lui et ses pairs, surtout, du coup, il y a lui, Futura 2000 et d'autres artistes avec qui il a des atomes crochus, et les moines copistes du Moyen-Âge. Okay. Puisque, en fait, il trouve qu'il y a une communauté de travail autour de la lettre de cette enluminure, mais aussi par rapport à la défiance, par rapport à l'autorité. Puisque au Moyen-Âge, notamment à l'époque gothique, les moines copistes, c'était des clercs ou des laïcs qui, du coup, écrivaient la Bible et l'enluminaient. En fait, il arrivait à un niveau d'élaboration de la lettre et du travail qui rendait, en fait, le texte sacré presque indéchiffrable pour le clergé. Sauf qu'à l'époque, dans l'Église catholique, dans le système de pouvoir de l'Église catholique, les seuls à être alphabétisés, c'était le clergé et les évêques. Donc là, ils se retrouvent confrontés à une situation où leur moyen de contrôler un peu les masses leur échappait parce que ceux qui le codaient avaient trouvé une forme de le rendre un peu plus indéchiffrable. C'est assez intéressant par rapport à son travail sur le graffiti. Tout à l'heure, je disais que c'était un roi sans couronne, mais c'est aussi un pionnier. Là, on n'a pas le temps de vraiment s'attarder sur les cartels, mais là, c'est assez fascinant et fou. C'est que ce qu'on voit ici, il le fait entre 81 et 86 dans l'histoire du graffiti. Oui, 1981 et 1986. Dans l'histoire du mouvement graffiti, c'est le moment où le graffiti intéresse les galeries et le système, en fait, on va dire. Et lui, il a déjà quitté ça à ce moment-là. Il a déjà un peu fini le game de ces expérimentations-là. Il va chercher autre chose, d'autres formes, d'autres façons de s'exprimer par rapport à son travail. Ouais. Et justement, il y a un lien avec Basquiat et tout ou pas? Parce que souvent on dit genre c'est un peu, enfin est-ce que il connaissait Basquiat? Est-ce que c'est les mêmes teams? Comment ça se passe? Moi je vous dis que c'est l'anti-Basquiat. Ok. Mais ils se connaissaient en fait. Genre ils étaient proches, ils avaient une relation de respect mutuel, d'admiration. Basquiat était fasciné par Ramelsi, il était vraiment obsédé par son travail. Et, vous savez, il y a le tableau de Basquiat, c'est African Hollywood. Et en fait, dessus, c'est Basquiat, Dandy White et Ramelsi. Ils ont collaboré sur du son aussi, sur des vinyles.
Donc du coup, il y a quand même une relation. Ils se connaissaient, ils ont tout fait une relation. La différence, c'est que Ramelzi avait un peu de ressentiment vers Basquiat au moment où Basquiat a commencé à aller dans les galeries, dans le circuit, dans un peu, je sais pas comment on dit ça, le circuit un peu normatif en fait de l'art contemporain. Donc, et lui, on n'a pas beaucoup parlé de son enfance, mais il est né dans le Queens à Far Rockaway dans les années 60. Et c'est un quartier défavorisé, très violent, très dur du Queens. Et il a grandi dans le New York des années 70. Au-dessus, vous avez les jouets qu'il a réalisés aussi pour les petits, les Letter Racers, qui restent dans son univers du coup cosmique, puisque dans l'une des figures des costumes, il y a un ou une des personnalités qui gère cette course de l'espace en fait. Et là, l'idée, c'était de permettre aux enfants toujours de pouvoir se familiariser avec son travail. Et chacun des jouets, il est clipsable l'un derrière l'autre pour créer un mot en fait. Donc sur la façade, on a le X, le Z, le Y, le W. Ah oui, ok, c'est un alphabet encore une fois. Ouais, encore une fois un alphabet. Et c'est la première fois, je crois, justement, dans une exposition qu'on montre la totalité de ces jouets. Waouh, ok, d'accord. Et ça, tu sais un peu comment ça s'est fait pour récupérer toutes ces œuvres. Je sais pas si tu as des aperçus de comment ils font. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ils ont fait beaucoup de négociations parce qu'il y a beaucoup d'œuvres qui appartenaient à des collectionneurs privés qui n'étaient pas forcément chauds pour les montrer, mais ils ont dû travailler aussi avec l'estate de Ramelzi, donc sa famille, qui a vraiment un regard sur comment on va pouvoir présenter son travail et le faire. Okay. Donc il y a eu ce rapport aussi d'institutions, de public, de privé, mais aussi auprès des proches et de l'entourage de l'artiste pour comprendre en fait d'avoir une exposition qui soit qui lui rende hommage en fait en quelque sorte et qui lui soit assez fidèle à son travail, à ce qu'il va faire. Notamment ici, tu vois, dans cet espace-là, il y a pas beaucoup. En fait, en vrai, il y a peu de graffiti en fait dans l'exposition. Ils sont vraiment précis sur le terme, la discipline. Mais ici, on a le taf de son entourage qui montre qu'il a évolué avec les pionniers de la discipline. Donc là, tu as du Face2, là c'est Futura 2000, là c'est Dondi White, là c'est A1 Anthony Clark, et derrière, ce serait la seule œuvre de graffiti de Ramelzi sur un store qui est posé. Okay. Ce qui est cool en fait avec le taf de Futura et Face2, je sais pas si vous voyez bien, mais en gros là, la silhouette il y a écrit Futura en fait. Et c'est quelqu'un qui mixe. Trop intéressant. Et ça continue à nous inspirer justement tout ça. Et justement, c'est là où j'allais te poser la question. Raphaël, toi, dans ton travail, avant de faire tes costumes et tout, tu avais déjà vu le travail de Ramelzi? En fait, ce qui est drôle, c'est quand on m'a proposé l'expo au Palais de Tokyo. Ouais. En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est un artiste que je connaissais quand j'étais étudiant. Et j'avais même des images de ses costumes accrochés dans mon angle à l'atelier. Et du coup, c'était assez cool de savoir que j'avais exposé juste en face. Ouais, trop bien. Comme quoi, la connexion continue des années après, entre l'époque où Ramelzi, toute la team était ensemble. C'est Futura 2000 et l'autre, c'est Face2, Dondi White, A1. Trop et bien. Futura 2000, il est venu au palais faire cette fresque. Ah ouais? Ouais. Ah oui, ça oui. Peut-être. Ah ben oui, ok. Il faut le dire peut-être. Important quand même. Important. Nous, en médiation, on a la chance d'être au palais pendant le montage. Donc, parfois, on peut voir aussi comment les coulisses d'exposition, comment c'est monté. Donc, selon nos moments de pause, on a pu voir la réalisation de la fresque en hommage à Ramelzi, réalisé par Futura. Et après, il expliquait que dans son geste d'artiste, il s'est senti suivi et guidé par ses amis qu'il a perdus au fil des années. Notamment le fait que le R soit passé comme ça, il se dit que c'est l'esprit de Ramelzi qui l'a guidé pour le mettre le R comme ça. Une flèche quoi, un peu. Ouais. Okay. Et Futuram, parce que les deux M en lettres romaines, ça veut dire 2000. Donc Futuram 2000. Okay. Et là encore, on en trouve, tu vois, toujours ils ont, lui, Face2, ils ont ce truc de faire des spectres un peu de silhouettes qu'on trouve un peu aussi au milieu dans ce geste-là. Genre. Trop bien. Merci beaucoup pour cette visite-là. Plaisir, merci. On va monter dans la deuxième partie, dans la dernière partie de notre expo. Et sur le chemin, on va croiser une autre personne qui travaille au Palais de Tokyo et qui s'appelle Farid et qui va nous raconter un peu son travail qui est plutôt au niveau de la sécurité justement parce que ça, c'est des questions qu'on voit même là quand on est aujourd'hui, c'est un jour où le palais est fermé. Et en fait, on nous l'a ouvert spécifiquement, mais il y a plein de questions de droit, de sécurité, de comment les œuvres sont conservées, les assurances des œuvres, tous ces trucs-là.
Et donc, il y a des équipes qui sont au quotidien au Palais de Tokyo pour que tout fonctionne. Et on va rencontrer Farid. Bienvenue au Palais de Tokyo. Je veille sur la sécurité des personnes et des biens au Palais de Tokyo. Donc, je dirige les sécurités. Je forme le personnel ici. Donc, j'utilise la vidéoprotection, la télésurveillance. Je donne des conseils niveau 1 dans la sécurité. Donc, je régule par exemple les interventions des forces de l'ordre, de la police, des pompiers. Moi, je suis là depuis Sarkozy en fait, depuis 2008, ça fait 20 ans. Ça veut dire, à l'époque, le palais ressemblait à quoi? En fait, quand je suis arrivé, il y avait un seul niveau ici. Ouais. Il y avait 5000 mètres carrés. Maintenant, on est passé à 22 000. Donc, moi, ça fait 20 ans, donc je connais tous les recoins du palais. Je connais même les endroits qui ne sont pas encore expérimentés. Est-ce que avant même qu'ils ouvrent, parce que j'imagine du coup le bas était pas ouvert, le haut était pas ouvert. Oui. Toi, tu t'avais déjà fouillé partout, tu connaissais. Oui, on rentrait en fait. Parce qu'en bas, ça appartenait pas au Palais de Tokyo à l'époque. Ça appartenait à une autre entité de ministère. Ouais. Donc il y avait une trappe, on descendait par l'escalier, on rentrait à l'intérieur. Il y avait des salles de cinéma, mais ça faisait peur en fait. Mais il y avait quoi avant? Enfin, tu penses que ça pouvait être quoi? C'était quoi avant d'être le Palais de Tokyo, cet endroit? C'était une association Palais de Tokyo. Ok, maintenant, ok. Il s'appelle toujours Palais de Tokyo. Vous savez pourquoi il s'appelle Palais de Tokyo? Non. Parce que par rapport à la place de Tokyo. Ah. Et du coup là aujourd'hui, dans le travail que tu fais, ça se passe comment une journée justement au PC sécurité du Palais de Tokyo? C'est quoi un peu que vous faites? Au PC sécurité du Palais de Tokyo, donc on arrive, donc on prend les consignes, on regarde ce qui s'est passé hier, c'est quoi le programme aujourd'hui, parce qu'au Palais de Tokyo ça change tout le temps en fait. Parfois quand tu arrives ici, tu te demandes est-ce que vraiment tu travailles ici, tellement ça a changé. Il y a des événements, il y a les Fashion Week, des Fashion Week, même les murs là que vous voyez, c'est en bois en fait. Donc les murs là ils bougent. Okay. La prochaine expo, c'est carrément une autre configuration. Tu vois pas les années passées au Palais de Tokyo. Moi, en direct, je suis rentré hier en fait. Et j'ai mes collègues là, ils sont là depuis Chirac. Hein. Franchement, il y a des collègues, ils sont là depuis 2002 à l'ouverture. J'aime bien le calcul en président. Et quand tu lui dis, ça fait, quand même, depuis Chirac, t'es là. Il va dire non, c'est pas vrai. Mais regarde, depuis 2002 que t'es là. Waouh. Et ça passe. Et l'inconvénient, les années, ça passe vite. En fait, tu te rends pas compte. Tu peux faire toute ta carrière ici, tu te rends pas compte en fait. Et tellement on est bien, on aime cette maison et tout, donc on n'a pas envie de la quitter en fait. Et la dernière question peut-être, c'est est-ce que tu as une anecdote de ouf qui t'est arrivée dans ces 20 longues années au Palais de Tokyo, un truc vraiment, tu vois, qui t'a marqué quoi? Ouais. Franchement, il y a une œuvre qui m'a marqué à l'époque, en 2017. C'est un artiste, il est un peu, je vais pas dire bizarre, peut-être c'est péjoratif et tout. Donc il a fait des expériences, on va dire bizarres, des expériences bizarres. En fait, il est venu ici, il est rentré dans un rocher. Un grand rocher et tout. Il était à l'intérieur. Et nous, on était les gardiens de nuit, on passait et tout. Et moi, c'est pas la paranoïa. Donc, parfois, je dis peut-être qu'il n'est pas là à l'intérieur. Je vais voir quand même. J'essaie de l'écouter et tout. Donc, vraiment, il était là. Ouais. Sérieusement, il était là. Ouais. Toute la semaine, il est resté à l'intérieur. Je ne sais pas comment il l'a fait. Je pense un peu plus tard, je l'ai vu en garde de lieu en hauteur et tout. Il est resté pendant une semaine, un truc comme ça. Son prénom, c'est Abraham Poincheval. Voilà. Ouais. Abraham Poincheval, c'est ça. C'était en 2017. Ouais, c'était en 2017 et tout. Et jour et nuit dans un rocher, ouais. Et ça, vraiment, ça m'a marqué en fait. Moi, j'arrive pas. En fait, ça veut dire qu'ils ont ouvert le rocher, il est rentré dedans, ils ont refermé. Le rocher, ils l'ont divisé en deux. Ils ont sculpté son corps. Il est resté à l'intérieur. Sans bouger, genre. Sans bouger et tout. Et manger, je pense, je sais pas combien de temps il est resté, pendant une semaine ou peut-être 20 jours, un truc comme ça. Oui. Et moi, madame, je partais le soir pour regarder si vraiment il n'est pas rentré chez lui. Ouais, c'est clair. Tu vas checker. Ouais, on checkait et tout, on essayait d'écouter. Après, vraiment, ça m'a vraiment marqué et tout. Et maintenant, à chaque fois que je passe devant un grand rocher comme ça, je me pose est-ce qu'il n'y a pas d'artiste à l'intérieur. Bah, trop bien. Merci en vrai pour le petit moment de discussion, ça fait plaisir. Et là, on va arriver pour la fin de cette expo dans la dernière partie qui s'appelle Joie collective, donc la dernière exposition collective. Et on va monter dans une petite voiturette avec William pour y aller parce qu'on trouve ça marrant. Et ça va être une séquence un peu technique, on va voir si on y arrive. C'est une séquence un peu Michael Bay, genre. C'est clair. Alors, pour la petite histoire, cette voiturette, c'est la voiture qui a été conçue par un autre William
Ah ouais. de mon service de la médiation. Et c'est une voiture qu'on utilise pour les ateliers en famille. Donc Ok. le dimanche, je fais un workshop en famille. Et en gros, l'idée, c'est que les familles font une parade. Comme dans un On va tuer la caméra. C'est clair. Fait une parade et du coup ce que vous voyez là en carton un peu partout, je sais pas si vous les voyez sur le toit ou ailleurs, Ouais. alors, le Kodak comme ça ou comme ça, c'est des familles qui l'ont fait pour se rappeler des moments de vacances en voiture. Trop bien. Et à la fin, après avoir fait ça, elles vont peindre la voiture. Ok. Donc du coup, là ce qu'on fait avec ce mois, c'est ce qu'on fait le dimanche avec les familles. Ah ouais, donc tous les dimanches, il y a les familles comme ça. Ouais. Vous êtes en mode... Et en mode voilà, venez, on fait la parade en voiture pour arriver dans joie collective. on fait comme... Apprendre à flamboyer. C'est clair. Apprendre à flamboyer. Bon, on va apprendre Ouais. à flamboyer. Merci la team. C'est qui fou le pousse. futur, les voitures automatiques C'est sans clair. pilote, c'est incroyable, genre waouh. Yay. Et on s'arrête là. Merci. Ouais, on s'arrête là. Ouais. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, donc, Joie collective, apprendre à flamboyer, c'est l'exposition qui donne le nom de la saison actuelle au Palais de Tokyo, la saison de printemps. Et c'est une exposition collective qui est curatée par Amandine Nana, assistée par Charlotte Freinet. Et en fait, dans cette exposition, ça réunit la scène mondiale et aussi émergente autour de cette notion de joie collective. En gros, la formule a été créée par Barbara Ehrenreich, c'est une chercheuse américaine qui, dans les années 2000, s'est intéressée à la façon dont des moments de joie collective ont progressivement disparu des sociétés européennes. Et comment, en fait, cette disparition elle a été amenée par un changement de statut. On passe de personnes qui participent à la joie collective à des personnes qui deviennent spectatrices de la joie collective. Et comment ce changement de statut, il a été motivé par le pouvoir en place pour pouvoir un peu réguler ces moments et la force que ça peut avoir. Donc ici, dans l'exposition, ça réunit des travaux d'artistes qui se sont intéressés à des occupations festives et politiques de l'espace public, mais des occupations qui prennent la forme de fêtes, de moments de joie, mais qui sont politiques et résistantes. Donc ça qui est assez important avec cette exposition-là, c'est qu'on n'est pas vraiment dans un moment où c'est la joie, le bonheur, la fête, mais ça prend une forme festive parce que c'est des résistances politiques. C'est pour ça qu'en fait, dans le début de l'exposition, on a le travail de Lorraine O'Grady sur votre gauche et sur ma droite, en relation aussi avec le travail d'Alberto Pita, avec ses grands tissus sérigraphiés. Donc là, ce que vous voyez, c'est une série d'une trentaine de photographies de Lorraine O'Grady. Alors Lorraine O'Grady, c'est une figure assez intéressante dans l'art contemporain, puisqu'à la base, elle est académicienne, chercheuse, critique, journaliste. Et c'est lorsqu'elle devient prof d'art qu'elle va avoir une pratique artistique et s'intéresser vraiment à la création artistique. Et justement, cette œuvre qu'on voit ici en photographie, elle appelle Art Is, et c'est un char qu'elle a réalisé lors de la parade annuelle à Harlem. C'est l'African American Day Parade qui a lieu tous les ans à Harlem depuis la victoire pour la lutte des droits civiques. Et c'est une parade qui célèbre en fait le patrimoine culturel de la communauté afro-américaine aux États-Unis et là à New York. Donc dans cette parade, elle a créé ce char Art Is avec un cadre doré de 4 mètres sur 2, si je dis pas de bêtises. Et dans ce cadre vide, autour, il y a les troupes. Les gens de la troupe qui va accueillir le char, qui prennent d'autres cartes dorées qui vont les tendre aux gens de la foule en fait. Donc cette installation, cette performance, elle a conçu en réaction à une remarque qu'un critique lui aurait fait lors de discussions dans un bureau, s'il disait que en gros l'avant-garde artistique n'a rien à voir avec les Noirs américains, ou les Noirs tout court. Et de là, elle a pensé à cette œuvre, à cette installation, à cette performance, et aussi. En fait, ce qui est cool avec cette œuvre-là, c'est que tout est cool en fait, dans le sens où il y a la conception du dire. On va prendre un symbole par excellence du coup de l'élitisme de l'art et de l'exclusion, et au lieu de le faire dans un autre contexte, on va le mettre dans un contexte très populaire, très festif, qui de base ne pourrait pas être lié à ça ou familiarisé à ça. Et ça qui est assez intéressant avec ce travail-là, c'est que du coup, ça met cette question où on va familiariser et montrer que les personnes, les gens qui vont se saisir de ce cadre-là, vont créer l'œuvre d'art, vont créer ce moment de relation et de production. Ce qui est aussi intéressant par rapport à l'œuvre en tant que telle, c'est que là, c'est aussi un type d'œuvre qui va un peu marquer ce qu'on va voir dans l'exposition, parce qu'on a différents on va dire, régimes d'œuvres qui sont en exposition. Là, on a de la photographie. Là, la photographie,
ça va être un peu dans le type de transmission d'archives. Donc on a beaucoup d'archives photographiques dans l'espace d'exposition qui vont permettre aussi de faire un chemin avec ce qui a été proposé auparavant en termes de réflexion autour de la joie collective. Et ça permet aussi, comme tout à l'heure avec Ramelzi qu'on a fini, de poser aussi un contexte politique à cette exposition où là, certes, on parle de joie collective, ça parle de tout le monde, mais on va parler encore une fois d'afrodescendance et de personnes noires qui se sont mobilisées pour résister en fait, à des situations d'oppression ou d'exclusion. Et justement, il n'y a pas que des archives en fait, dans cet espace, dans cette exposition. Il y a aussi une scène ouverte. Enfin, qu'est-ce que tu peux nous parler de ça? Et je vais peut-être dire un petit mot au micro, au mic. Tout à l'heure, Farid il parlait du fait que le Palais de Tokyo, il n'a pas trop changé, il a évolué. Ouais. C'est vrai, mais ici, c'est assez intéressant parce que ça change en fait, dans le sens où là, la scénographie, elle prend aussi corps dans le geste d'exposition. Ok. Dans le sens où en fait, vous verrez dans votre visite, il y a des moments, il y a des moments de mobilier qui sont tous en violet et lilas. C'est la scénographie et c'est les invitations à participer. Donc là, on a ce qu'on appelle la place publique. Donc, On peut venir et dire un truc, quoi. Et si vous voulez, vous pouvez dire un truc au micro et ça parle toujours. Donc si vous voulez dire un truc au micro. Moi, je vais dire un truc. Ah ok, bon. Vous êtes timide, ok. On est entre nous un peu, hein. 1, 2, 1, 2. Je vais dire un petit texte que j'ai écrit. Franchement, je ne sais pas si je dois me réjouir ou bien pleurer. Depuis le début de 2025, Paris est inondé d'expositions qui parlent de nous, des personnes racisées. Et j'arrive pas à savoir si c'est une victoire parce que nos voix résonnent enfin dans les musées ou si c'est juste la fin d'une mode décoloniale sur laquelle les musées surfent avant de passer à autre chose. Et j'ai besoin de votre avis en commentaire pour le chat. N'hésitez pas parce que je suis sûrement trop binaire. Mais regardez ça, on a eu Banlieue chérie au musée de l'histoire de l'immigration, Corps et âme à la bourse de commerce, Joie collective, Raphaël Barontini et Ramelzi ici même au Palais de Tokyo, une contre-enquête sur la mission Dakar-Djibouti au Quai Branly, et le Paris Noir au Centre Pompidou, qui, ironie du sort, a ouvert le même jour où des mineurs non accompagnés africains se faisaient expulser de la gaieté lyrique. Alors qu'est-ce qu'on est en train de vivre là? On célèbre les artistes noirs à l'intérieur pendant qu'on expulse des noirs à l'extérieur. On regarde la violence coloniale en vitrine pendant qu'on l'exerce en vrai dans nos rues et dans nos médias. Et moi, aujourd'hui, sur ce podium, je suis littéralement au cœur de cette contradiction. Je suis ici au Palais de Tokyo, dans l'expo Joie collective, imaginée par Amandine Nana, qui montre comment les fêtes peuvent être des formes de lutte. Et oui, je suis touché, je suis fier de voir nos esthétiques, nos histoires, nos voix à l'intérieur des murs. Mais en même temps, une question me ronge. Maintenant que toutes les grandes institutions ont fait leur expo noire, est-ce qu'on va être remercié poliment? Est-ce qu'on a réussi vraiment à s'installer de manière pérenne pour que notre présence survive aux vagues de bonne conscience institutionnelle? Ou est-ce qu'on va rester des intervenants de service, des consultants cool, des communicants racisés qu'on fait briller une saison avant de les renvoyer à la précarité? C'est la grosse question que je me pose. Est-ce qu'on est en train d'utiliser les institutions ou est-ce qu'elles sont en train de nous utiliser? Le rapport de force est loin d'être clair et je me demande parfois si ça en vaut vraiment la peine. Certains disent qu'il ne faut pas chercher à transformer les musées français, qu'il faut en créer d'autres, peut-être, mais avec quoi, avec quels moyens, quel lieu, quelle autonomie? Alors je me dis qu'on essaye peut-être de les dynamiter de l'intérieur ou peut-être qu'on est en train de se faire assimiler, peut-être les deux à la fois, c'est dur à voir quand on a la tête dans le guidon. Mais vous en pensez quoi? Je m'adresse au chat et aux followers, aux gens qui regarderont le replay. Vous en pensez quoi? On a besoin d'en discuter collectivement, donc dites-le nous en commentaire, vraiment. Et même vous, on pourra en rediscuter à la fin de ce live. Merci. Venez voir, on a la chance d'avoir Dimitri Milbrin au saxophone.
Bravo. Merci Dimitri. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu viens de jouer? Oui. Alors c'était une petite improvisation que j'ai fait. Et au milieu de cette improvisation, il y avait un morceau que j'ai joué, en tout cas le thème d'un morceau que j'ai joué qui est tiré d'une chanson de Liman Casimir, qui est une chanteuse haïtienne. Une chanteuse haïtienne qui est réputée d'ailleurs en Haïti pour être l'une des premières femmes guitaristes de l'histoire de la musique haïtienne. Et là, tu as joué juste à côté d'un grand dessin aussi. Toi, tu fais du dessin vraiment, Oui. qui est exposé dans le palais et qui là est un coloriage et qui reparle encore une fois de musique. Oui. Tu peux nous parler, enfin, on a eu la chance de pouvoir commencer à le colorier, mais tu Oui. peux nous parler un petit peu de ton travail de dessin. William en a déjà un peu parlé de l'autre côté, mais... Oui. Alors, le coloriage qui est là, c'est une extension du dessin que vous avez vu juste avant. Okay. Alors ce coloriage, je l'ai appelé Don't Stop the Carnival. Tu peux te mettre là et tu nous parles. Alors oui, ce coloriage, pardon, je l'ai appelé du coup Don't Stop the Carnival, qui est pour le coup une référence à un morceau de Sonny Rollins, qui est un saxophoniste américain, qui est lui-même d'ailleurs a des origines antillaises, en tout cas caribéennes, parce qu'il est originaire des îles Vierges. Et même dans sa discographie, il y a énormément de références à ses origines, notamment avec le morceau Don't Stop the Carnival. Le fait d'inviter les visiteurs à participer à ce carnaval un peu. Parce que justement en Haïti, et comme je me doute aussi dans les différents pays des Antilles où il y a un carnaval, il y a cette volonté, je pense, il y a comment dire, le fait de revendiquer ses origines, son héritage culturel et son histoire, et aussi ce besoin de s'affirmer socialement aussi. C'est l'occasion pour la population d'inverser les rôles, de pouvoir se moquer des puissants. Donc il y a cette part-là sociétale, mais il y a aussi un côté très sacré, parce que il y a ce côté, il y a le fait d'appeler, d'invoquer un peu les morts en Haïti, notamment les Loa, qui sont les esprits vaudous. En fait, la rue devient comme une espèce de, en fait, c'est un exutoire. En fait, le carnaval est littéralement un exutoire, et ça permet à la population de pouvoir se libérer se libérer de tout, du carcan colonial, de cette violence quotidienne qu'ils vivent. Et ouais, c'est comme une sorte d'énorme souffle de libération, quoi. C'est enfin. Et parce que je sais pour le coup qu'il y a pas mal d'Haïtiens qui parfois passent des années, enfin peut-être pas des années, mais qui passent au moins une bonne partie de l'année à travailler leurs costumes, à travailler leurs chars. C'est vraiment quelque chose sur lequel ils mettent une attention particulière. Et le peu de fois où le carnaval haïtien n'a pas eu lieu, mais ça a été le chaos total. Les Haïtiens disaient non, c'est pas possible. C'est un moment qui est très important qui est très important en tout cas dans la culture haïtienne. Merci beaucoup pour ce jeu. Merci pour l'invitation. De voir la suite. Ouais. Et je suis content. Je pense qu'on va terminer cette visite Joie Collective sur ce morceau. Et les gens disaient c'était super beau, bravo. Donc voilà quoi. Le chat était là. Merci beaucoup. Et on vous dit à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao.